Oui, bonsoir, moi je suis un solo. Vous aurez sûrement des duos après. Merci et bonsoir. Merci de m'avoir invité. Merci à Aude de Thuin. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Mon brief, c'était de parler de la création et de la France. Je rentre depuis quelques heures du Japon, où ces deux mots mis ensemble, France et création, a un effet toujours incroyablement vibrant. C'est même très sexy de dire qu'on touche à la création et en plus qu'on est français. Bon, vous me pardonnerez si je suis un peu hésitante et fatiguée, mais le décalage horaire est impitoyable. Donc pour revenir à la France et à la création, je dirais qu'il faut distinguer deux choses, le processus de la création et l'endroit de la création. Il y a d'un côté la part de la folie inhérente à toute création, et ce qui est une sorte de terreur face à l'abîme de la création, que ce soit pour les créateurs ou pour le spectateur. Toute création est une forme de folie, une folie de la perception. Mais c'est le prisme avec lequel l'artiste ou le créateur regarde naturellement le monde. D'autre part, le vrai créateur capte l'esprit de l'époque. La création est un plagiat continuel. Le tissu du monde est continuellement retissé, mais avec d'autres matériaux, d'autres publics, d'autres mots, d'autres formes. Tout a été dit depuis 6000 ans que l'homme pense. Et c'est pourquoi l'artiste, le véritable créateur, n'est pas du tout snob. Il crée pour tout le monde, il doit s'adresser à toutes les couches de la société. Alors la France, Paris, la capitale du XIXe siècle, qui avait parfaitement intégré cet état d'esprit-là, et toute la création moderne a jailli du Paris de cette époque-là, la ville-monde, la ville de son époque. On disait Paris, on aurait pu dire la France, hein, évidemment. Aujourd'hui, Paris n'est plus la capitale du XXIe siècle, hein, comme elle l'a été au XIXe siècle et dans tous les domaines. Mais il reste des domaines, le luxe, évidemment, la gastronomie, tout ce qui est l'art de vivre, le vin. Dans ces domaines-là, la France conserve son rang, même si elle a pu le perdre dans d'autres domaines. Et si, donc, c'est là que j'ai ma petite idée et mon domaine de compétences. Si on regarde ce qui s'est passé dans cette industrie, dans la mode, dans l'art de vivre, il y a un double mouvement. Il y avait écrit qu'il ne fallait pas de notes, mais je n'étais pas en état. Donc il y a donc un double mouvement. Un mouvement de globalisation, d'une part, ça tout le monde le sait, la mondialisation. Le luxe est descendu des salons de couture de l'avenue Montaigne et puis s'est répandu dans le monde entier, a envahi Shanghai, Rio, Moscou, Dubaï et j'en passe. Partout, les gens veulent porter des grandes marques françaises, même si elles sont fabriquées en Chine et assemblées en Italie. Il reste quand même une magie liée à des noms, des grands groupes français, LVMH, Hermès, Chanel ou PPA pour ne citer que. Et puis d'un autre côté, il y a un mouvement d'individualisation et toutes ces grandes marques, toutes ces grandes maisons ont besoin de personnalisation. Parce que les clients les plus fortunés, les plus cultivés, les plus matures, les plus élitistes ne se contentent plus de porter des griffes, de tomber dans le panneau du marketing et de la publicité. Ils veulent maintenant une assurance de qualité. Et cette assurance-là, ils vont le trouver dans le Made in France. Et alors là, peu importe le prix, s'ils ont la garantie que ça a vraiment été fait dans le respect du meilleur savoir-faire. Et ils vont trouver cette qualité-là, cette durabilité, si on peut inventer ce mot, dans le savoir-faire artisanal français, qui s'épanouit dans des tas de domaines, évidemment, que ce soit la pâtisserie. J'ai vu que Louis avait un petit sac de chez Pierre Hermé, mais c'est aussi la broderie, évidemment, la sellerie, la haute couture, les grands vins. Et sans le savoir-faire des artisans français, sans cette culture de la main, et sans la transmission de cette culture,
évidemment, rien de tout cela ne serait possible. Et si nous devions tirer peut-être une leçon de cette trajectoire, ne serait-ce pas qu'il faut rendre son intelligence à la main? Que les cerveaux brillants de nos grandes écoles ne pensent peut-être qu'une partie du monde au détriment de l'autre. Combien, je vois parfois des assemblées entières, des gens très sûrs d'eux. Je les vois comme des cerveaux hypertrophiés avec des toutes petites mains comme ça. Et vous les mettez dans des situations les plus banales. Ils vous diront: oh là là, moi je sais pas changer une ampoule. Oh là là, il faut monter une étagère Ikea, mais quelle horreur. Alors qu'ils ne sont pas capables d'élaborer des concepts les plus compliqués. Et puis d'un autre côté, des gens qui savent faire énormément de choses de leurs mains, qui ont des métiers artisanaux ou un ébéniste, enfin peu importe. On ne leur demandera jamais ce qu'ils pensent. Et je trouve que c'est très dommage, et que c'est voire dommageable. Et si la mode, le luxe, la gastronomie ou le vin français se sont imposés à travers le monde, c'est peut-être aussi parce qu'ils sont la combinaison de ces deux cultures, celle de la main et celle de la pensée. Alors peut-être que oser la France, c'est aussi dire que les élites doivent évoluer, car la création et l'épanouissement d'un pays ne peuvent évidemment pas s'opérer dans un environnement sclérosé ou un demi-environnement, à mon sens. Merci beaucoup.